Bienvenue dans un nouvel épisode d'un mystère qui transcende le temps. Aujourd'hui, nous plongeons dans une histoire vraie qui a déconcerté les enquêteurs et le public pendant plus de 75 ans. Une histoire pleine de rebondissements qui rendent les romans policiers fades en comparaison. C'est l'histoire de Christina Cuttlewell, la jeune femme retrouvée sans vie, immergée dans seulement 9 pouces d'eau à seulement 150 pieds du chalet où elle avait passé les premiers jours de sa lune de miel avant qu'il ne soit englouti par les flammes. Ce que l'enquête qui a suivi révéla n'était pas seulement un accident, mais un mélange glaçant de tentatives de fuite, de documents d'assurance vie, de supposées lettres de suicide et de tentatives de meurtre. Les questions soulevées n'ont jamais obtenu de réponse à ce jour. Commençons l'histoire en faisant connaissance avec ses principaux protagonistes. Christina McCune, née dans une banlieue de Toronto au Canada, était une belle jeune femme de 22 ans, vive et pleine de vie. Elle travaillait comme employée de banque et jouissait d'une bonne réputation. Ses parents étaient des catholiques fervents qui rêvaient de la voir épouser un homme partageant leur foi. Et son ancien fiancé, Eddie Skora, incarnait cet espoir. Bien que Christina et Eddie aient été fiancés pendant toute une année, les fiançailles furent rompues pour des raisons inconnues. Il semble que le cœur de Christina se soit tourné vers un autre fiancé, un séduisant vétéran de guerre du nom de John Ray Cuttlewell, surnommé Jack, âgé de 26 ans. Christina avait rencontré Jack pour la première fois en 1942. Alors qu'elle n'avait que 16 ans, bien que les versions divergent quant à la nature de leur relation à cette époque, il est certain que les choses devinrent plus sérieuses entre 1945 et 1947. Mais la famille de Christina n'aimait pas Jack. Elle se montrait encore plus méfiante et soupçonneuse envers Ronnie. Le paradoxe étrange résidait dans la dynamique de l'amitié entre Jack et Ronnie. Lorsque Christina et Jack commencèrent à sortir, Ronnie les accompagnait partout. Il n'était pas seulement un troisième rôle occasionnel. Certains commentateurs allaient jusqu'à décrire le trio en disant que Jack, Christina et Ronald passaient un temps excessif ensemble. Lorsque Jack partit à la guerre en 1943, il continua à écrire des lettres à la fois à Ronnie et à Christina. En son absence, Ronnie et Christina passaient beaucoup de temps ensemble pour se tenir compagnie. Christina se confie même à Ronnie au sujet de ses doutes, se demandant si Jack l'aimait vraiment et pourquoi il tardait à demander sa main. Après son retour du service en 1946, Ronnie l'embaucha comme peintre en bâtiment dans son entreprise de construction. Le trio continua à passer beaucoup de temps ensemble, au point que des rumeurs commencèrent à se répandre. La sœur de Christina, Hélène, pensait que Ronnie pouvait être amoureux de Christina. Et la famille estimait que Jack ne semblait pas assez dévoué envers elle, tandis que Ronnie était toujours présent. Christina elle-même exprimait son malaise. Elle confia à une amie que si elle épousait Jack, elle serait obligée de prendre Ronnie avec lui aussi. Elle ajouta amèrement « Aucune femme ne veut deux maris ». Vers la fin de l'année 1946, la situation financière de Ronnie commençait à s'effondrer rapidement. Il avait développé son entreprise trop vite et s'était retrouvé lourdement endetté. Il avait plusieurs maisons inachevées et n'avait plus d'argent. Pour aggraver les choses, il acheta un chalet d'été et l'utilisa comme garantie pour obtenir des financements supplémentaires. Ronnie acheta le chalet pour 3 500 $ avec une hypothèque restante de 3 000 $. Mais il profita de la hausse de sa valeur, désormais estimée à environ 6 000 $, et emprunta 3 000 $ supplémentaires dessus. Le problème n'était pas l'emprunt en lui-même, mais le fait qu'il répétait ce procédé avec plusieurs prêteurs différents. En 1947, l'entreprise de Ronnie avait fermé ses portes et il n'avait rien gagné durant les 5 premiers mois de l'année. Et c'est ici que l'histoire commence à prendre une tournure mystérieuse. En avril 1947, soudainement, Jack demanda Christina en mariage. Ce qui est encore plus étrange, c'est que Ronnie semblait très enthousiaste à ce sujet, à tel point qu'il s'occupa de toutes les dispositions et fit même office de témoin. La raison derrière ce mariage précipité et célébré sans en informer la famille de Christina était la peur du couple que ses parents n'interfèrent. Le 12 mai 1947, Jack et Christina se marièrent en secret. Les jeunes mariés passèrent les jours suivants dans l'appartement que partageaient Jack et Ronnie en faisant la fête avec des amis. Bien que Ronnie fût le témoin, il retourna avec eux dans le même appartement d'une seule pièce avec un seul lit. Jack avait prévu de passer le reste de la lune de miel dans le chalet isolé de Ronnie, auquel on ne pouvait accéder que par bateau. Cela semble romantique, n'est-ce pas? Mais ce que personne n'aurait imaginé, c'est que Ronald Barry les accompagna pour toute la lune de miel. Le 17 mai, le trio se dirigea vers le chalet. 3 jours plus tard, le 20 mai, la famille de Christina reçut des nouvelles terrifiantes. Le chalet avait complètement brûlé,
Christina avait été retrouvée morte par noyade et Jack avait été transporté à l'hôpital souffrant d'un empoisonnement et d'une blessure à la tête. On leur dit que Ronnie avait sauvé Jack mais n'avait pas pu retrouver Christina. L'enquête commença immédiatement. Le corps de Christina fut retrouvé quelques heures plus tard, immergé à environ 150 pieds du chalet incendié. Une autopsie fut réalisée. La cause officielle du décès fut enregistrée comme étant la noyade. Il n'y avait qu'une seule petite blessure, une légère coupure sur le haut de l'un de ses orteils. L'analyse révéla de faibles traces de codéine dans son estomac. Bien qu'il fût impossible de déterminer la dose exacte qu'elle avait ingérée avant sa mort, en raison de la rapidité avec laquelle la codéine se métabolise dans le corps, le professeur Jocelyn Roger indiqua qu'elle pourrait avoir pris une quantité bien plus haute que ce qui avait été retrouvé. Plus étrange encore, la police détermina qu'elle s'était noyée dans seulement 9 pouces d'eau, exactement à l'endroit où son corps avait été découvert. Peu après, l'affaire explosa dans la presse, surtout lorsque des journalistes se précipitaient pour demander à Ronnie si une assurance existait. Ronnie répondit « Ce n'est pas le moment de penser à l'assurance, c'est une tragédie, une vie a été perdue ». Mais la vérité est qu'il y avait bien des assurances, non seulement sur le chalet et son contenu, mais aussi une police d'assurance vie sur Christina elle-même. La police interrogea une vingtaine de personnes, Jack et Ronnie étant bien sûr en tête de liste. Ils ne pouvaient pas interroger Jack au début parce qu'il était inconscient à l'hôpital. Lorsqu'il parvint Fanin à lui parler, il se montra peu coopératif, affirmant qu'il ne se souvenait rien après 11 h du matin le jour de la mort de Christina. Quant à Ronnie, il avait beaucoup à dire. Il fut interrogé pendant 13 heures et rédigea une déclaration écrite de 3000 mots que la police qualifia de fantastique, c'est-à-dire étrange et fabriqué, presque semblable à une œuvre de fiction. Ronnie commença son récit en remontant à juillet 1946. Il affirma que Christina lui avait demandé un prêt de 2000 $ et lorsque, dit-il, il lui demanda la raison, elle lui confia qu'elle faisait l'objet d'un chantage après avoir été agressée sexuellement par 4 hommes à l'occasion d'un bal de l'église. Ronnie déclara lui avoir prêté 2000 $ par mois jusqu'à Noël pour un total de 12 000 $, environ 185 000 $ en valeur actuelle. Des énormes sommes, surtout que Christina ne gagnait que 25 $ par semaine. Ronnie prétendit également que le 28 avril, Christina lui avait apporté 10 000 $ dans une enveloppe, disant que ses chanteurs avaient accepté de l'aider. Il dit qu'il lui avait suggéré de déposer cet argent à la banque, puisqu'elle y travaillait, et qu'il lui avait même donné 5 000 $ supplémentaires qu'il avait sous la main pour qu'elle les dépose elle aussi. Cela signifiait que Christina portait maintenant 15 000 $ appartenant à Ronnie. Selon Ronnie, le lendemain matin, il trouva Jack et Christina inconscients dans l'appartement. Il dit qu'avoir tenté de les réveiller pendant 2 heures avant de remarquer une enveloppe non scellée qui lui était adressée. C'était une lettre de Christina, dans laquelle elle avouait qu'elle avait tenté de tuer Jack et de se tuer elle-même par empoisonnement. Mais personne ne s'attendait au contenu choquant de cette lettre. La lettre disait ceci. « Cher Ronnie, je suppose que les choses seront un peu différentes quand tu liras cette lettre. Tu m'as arrêté la dernière fois, mais cette fois tu ne seras rien avant que tout soit terminé. J'aime te faire cela, car je sais dans la position dans laquelle tu seras et toutes les explications que tu devras donner. J'ai honte de te placer dans cette situation parce que tu as été meilleur qu'un frère pour moi. Mais que peut faire une personne quand elle aime quelqu'un, quand elle l'aime vraiment? Je sais qu'il n'y a personne d'autre que pour moi que Jack, et si je ne peux pas l'avoir, je ne veux personne d'autre. J'ai attendu des années en espérant qu'il m'épouserait, mais maintenant je réalise que je n'étais pour lui qu'un caprice passager. Je ne peux supporter l'idée qu'une autre garçonnette devienne Madame Kettlewell. Jack dort dans la chambre et ne sait pas ce qu'il attend. » Ronnie affirma que c'était la 2e lettre de suicide que Christina lui avait écrite. Il dit avoir passé toute la journée et la nuit suivante à essayer de les réveiller et qu'il avait réussi à les faire vomir le lendemain matin. 3 jours plus tard, Christina avoua à Ronnie qu'elle n'avait pas déposé les 15 000 $ à la banque, mais ils furent interrompus avant qu'il ne puisse lui demander pourquoi. Ensuite, Christina proposa que tous les 3 passent quelque temps ensemble dans la cabane de Ronnie. Après y avoir passé une semaine, ils revinrent et Jack et Christina décidèrent de se marier puisque la famille était déjà au courant. Ronnie s'occupa des préparatifs du mariage avec le père Louis Markle. Le 11 mai, Christina dit à Ronnie qu'elle avait donné la totalité de l'argent au maître chanteur. Le matin du mariage, le 12 mai, Christina partit tôt. Ronnie l'appela et lui répondit qu'elle allait se promener, mais il fut découvert plus tard qu'elle était allée rencontrer son ancien fiancé, Eddie Scora. Ce soir-là, les sœurs de Christina, Hélène et Sophie, vinrent pour essayer d'empêcher le mariage. Sophie accusa les 2 hommes d'avoir enlevé, drogué et forcé Christina à se marier. Hélène se rendit directement à la police, mais le chef de la police, Fred Herman, déclara que Christina avait 22 ans et qu'il ne pouvait rien faire concernant la personne qu'elle choisissait d'épouser.
2 jours après le mariage, le 16 mai, le trio partit pour la cabane. Ronnie affirma qu'il n'avait eu l'intention de rester que le temps d'aider avec les bagages, mais qu'il décida de rester parce que Christina commença à agir étrangement. Elle avait des crises de larmes soudaines et restait à fixer dans le vide. Vers 11 h du matin le 20 mai, Ronnie trouva Jack inconscient sur le canapé et Christina assise près de la fenêtre, regardant dehors. Ronnie comprit que Jack avait de nouveau été drogué, tandis que Christina écrivait une autre lettre, cette fois à Madame Thomas, la propriétaire. Dans sa version initiale de l'histoire, Ronnie déclara qu'il était parti prendre un bain de soleil et qu'à son retour, il trouva Jack toujours inconscient sur le canapé. Il remarqua du sang sur l'oreiller de Jack et une blessure à la tête. Lorsqu'il demanda à Christina ce qui s'était passé, elle ne répondit pas. Ronnie porta Jack dehors. En regardant vers la cabane, il vit de la fumée. La cabane était en feu. Il se précipita pour sauver Christina, mais ne la trouva pas. La seule chose qu'il réussit à sauver fut un sac rempli de papier. Quelle coïncidence! Le sac contenait toutes les prétendues lettres de suicide. Les enquêteurs étaient convaincus que le récit de Ronnie était fortement fabriqué. Après la sortie de Jack de l'hôpital, il fut interrogé pendant 3 heures, mais il continua à insister sur le fait qu'il ne se souvenait rien après 11 heures. Hélène, la sœur de Christina, témoigna de conversations troublantes. Une fois, les 2 hommes avaient demandé à Christina de signer un papier disant que c'était pour une histoire destinée à être publiée dans un magazine de New York. Plus tard, Christina regretta de l'avoir signé, disant qu'elle ne savait pas ce qu'elle avait accepté. Hélène a confirmé également ses craintes que Christina ait été droguée le jour de son mariage, et elle a dit même à la police que Christina avait peur des 2 hommes, les décrivant comme des escrocs. Une autre amie a rapporté un incident inquiétant. Christina s'était jour réveillée, inconsciente et nue dans l'appartement de Jack et Ronnie. Elle avait été profondément bouleversée, ne sachant pas ce qui lui était arrivé pendant le temps où elle était inconsciente. Et ici, l'histoire commence à prendre une tournure plus sombre, révélant ce que le couple avait caché. Les enquêteurs trouvèrent des éléments qui contredisaient le récit de Ronnie. Premièrement, pieds propres. Christina fut retrouvée pieds nus. Pourtant, ses pieds étaient complètement propres, sans égratignure ni abrasion, ce qui ne correspond pas à quelqu'un ayant marché pieds nus sur un sol rocailleux et accidenté pour rejoindre la rivière. Deuxièmement, blessure au doigt de pied. La seule blessure à son pied était une petite coupure sur le dessus de son orteil, ce qui excluait l'idée qu'elle a été causée par une marche le long du chemin menant à la rivière. Troisièmement, assurance renouvelée. La police d'assurance de la cabane de Ronnie avait expiré, mais il l'avait soudain renouvelée seulement 3 semaines avant l'incendie, en étendant la couverture au feu, au vol et au contenu. Quatrièmement, double police d'assurance vie. Ronnie avait organisé des polices d'assurance vie pour Jack et Christina, chacune contenant une clause de double indemnité, ce qui signifiait qu'en cas de décès accidentel, le paiement doublait de 5 000 à 10 000 $. Le bénéficiaire, dans le cas de Christina, était son mari survivant, Jack Kettlewell, qui pouvait toucher une petite fortune. Bien que Jack fût le bénéficiaire principal, des preuves montraient que Ronnie était également inscrit comme bénéficiaire sur les 2 polices. Cinquièmement, reconnaissance de dette falsifiée. La police soupçonnait que la reconnaissance de dette de 15 000 $ signée par Christina avait été obtenue frauduleusement, surtout qu'elle avait précédemment signé des documents inconnus pour Jack et Ronnie sous le prétexte d'un article de magazine. Sixièmement, histoire de chantage douteuse. Ronnie utilisa une lettre que Christina avait écrite à une amie, mentionnant sa rencontre avec 4 hommes obsédés sexuellement lors d'un bal d'église, comme preuve de chantage. Mais la police découvrit que le ton de la lettre était léger, n'indiquant pas une agression violente, seulement des remarques indécentes. Il semblait que Ronnie avait exploité la connaissance de cet incident pour fabriquer un mobile. Au début du juin 1947, une enquête officielle fut lancée pour déterminer s'il existait suffisamment de preuves pour soutenir la théorie d'une implication criminelle dans la mort de Christina. L'enquête se transforma en un gigantesque spectacle médiatique. La salle d'audience était bondée de monde, et des foules tendaient leurs mains vers Jack et Ronnie pour obtenir des autographes. Les 2 hommes semblaient apprécier l'attention. Lors du contre-interrogatoire sévère de Jack, le procurateur C.P. Hope présenta la déclaration que Jack avait faite lorsqu'il était à l'hôpital. Jack se sentit embarrassé et affirma avoir été forcé de faire cette déclaration. Mais sous une pression implacable,
Jack finit par admettre qu'il avait eu une relation sexuelle avec Ronald depuis leur adolescence. Il insista sur le fait qu'il était certain que Christina n'en savait rien. Le Toronto Star décrivit l'interrogatoire du 20 juin comme suit. Lorsque Kettlewell, après un interrogatoire violent, finit par accepter la suggestion répétée de M. Hope selon laquelle lui et Ronald avaient été amants, l'étrange triangle d'émotions tordues et frustrées devint clair. De son côté, Ronnie insista d'abord sur le fait que sa relation avec Jack n'était pas sexuelle. Mais il se rétracta plus tard et admit qu'il s'agissait d'une brève relation sexuelle qui n'avait plus eu lieu depuis 1939. Un interrogatoire plus poussé de Ronnie révéla de nouvelles incohérences dans son récit des événements du 20 mai. Une autre révélation choquante éclata au tribunal. Un psychiatre qui avait évalué Ronnie témoigna que, selon son avis professionnel, Ronnie était un menteur psychopathe qui préférait mentir même lorsque la vérité ne l'incriminerait pas. Le médecin nota que Ronnie semblait apprécier chaque minute des audiences de l'enquête. D'autres détails apparurent, renforçant les soupçons. Monsieur Thomas, le propriétaire, déclara devant le tribunal que Ronnie savait exactement ce qu'il en était des comprimés de codéine, car c'était lui qui avait apporté l'ordonnance à la pharmacie. Le médecin qui avait soigné Jack après l'incendie témoigna également, affirmant que l'état de Jad n'avait pas été aussi critique que tout le monde avait été amené à le croire. Il précisa que la blessure à la tête de Jack était très superficielle et ne pouvait pas avoir causé une perte de mémoire ou une perte de conscience. Lorsqu'on lui demanda si Jack avait pu simuler son état, le médecin répondit « très probablement ». Finalement, malgré toutes les preuves éveillant des doutes sur les motivations de Jack et de Ronnie, le jury ne put parvenir à une conclusion décisive. Il déclara être dans l'incapacité de déterminer si des moyens criminels avaient été employés dans sa mort, en raison de la présence de codéine et de l'ambiguïté entourant la noyade. Jack Kettlewell et Ronald Berry échappèrent aux poursuites, mais leur relation compliquée entre eux et avec Christina fut entièrement exposée. Bien que l'enquête n'ait pas abouti à des accusations formelles, de forts soupçons demeurèrent que Ronald Berry et Jack Kettlewell étaient impliqués dans la mort de Christina et avaient incendié la cabane dans le cadre d'une fraude à l'assurance. Les théories tournent autour de 3 principales possibilités. Première théorie, suicide ou accident tragique. Cette théorie suppose que Ronnie disait la vérité et que Christina souffrait d'une maladie mentale ou d'une dépression qui l'a poussée au suicide. Les 3 lettres de suicide, que les experts en écriture ont confirmées comme authentiques, malgré les soupçons selon lesquels Ronnie ou Jack auraient pu les falsifier, constituaient la preuve la plus solide soutenant cette théorie. Cependant, il existe de sérieuses faiblesses. Pourquoi Christina se serait-elle volontairement noyée dans seulement 9 pouces d'eau? Et pourquoi ses pieds étaient-ils complètement propres, comme si elle n'avait jamais marché jusqu'à la rivière? Ces détails rendent difficile de conclure qu'elle aurait mis fin à ses jours. Deuxième théorie, fraude à l'assurance. Jack et Ronnie. C'est la conclusion à laquelle les enquêteurs ont finalement abouti. Les preuves incluent les polices d'assurance vie contenant une clause de double indemnité, les graves problèmes financiers auxquels Ronnie faisait face, la découverte que Jack avait donné à Ronnie sa prime de démobilisation militaire, le retrait de tous les membres de sa famille du testament de Jack pour des raisons inconnues, la révélation de la relation sexuelle entre Jack et Ronnie, suggérant que le mariage de Christina n'avait peut-être été qu'une façade. Il est possible que le mariage ait été une arnaque conçue pour utiliser Christina comme une couverture sociale et comme un moyen de toucher l'argent à l'assurance. Christina a peut-être été contrainte à accepter le mariage, peut-être en utilisant l'incident où il s'était réveillé nu de drogué dans l'appartement des 2 hommes. Sa visite à son ex-fiancé Eddie le matin de son mariage suggère qu'elle cherchait désespérément à échapper à la situation. Troisième théorie, Ronnie comme seul meurtrier. Cette théorie propose que Ronnie est tout orchestré, seul, motivé par un gain financier et son désir d'avoir Jack pour lui seulement. Il aurait pu droguer Jack et Christina à la cabane, puis emmener Christina dehors et la laisser se noyer dans l'eau peu profonde. Peut-être était-elle tellement sédatée que son instinct de survie ne s'est pas déclenché. Fait troublant, Ronnie travaillait dans le domaine de l'assurance, ce qui lui aurait permis d'émettre facilement des polices sans qu'il n'en ait connaissance. Cependant, il est difficile de croire que Jack ne savait absolument rien de ce qui est arrivé à Christina, surtout après les incidents répétés d'empoisonnement et la confrontation avec ses sœurs le jour du mariage. Après que l'affaire soit clôturée faute de preuves suffisantes, Jack et Ronnie restèrent proches pendant 2 ans avant de se séparer. En 1950, Ronnie tenta d'émigrer à Staten Island, New York, mais fit face à des problèmes d'immigration. Une note officielle écrite au dos de sa carte d'immigration disait « Le sujet est sexuellement déviant, doit être soumis à un comité d'examen spécial ». Jack resta à Toronto, travaillant comme peintre à bâtiment.
Il se remaria en 1951 et eut 2 enfants. Ronnie fut vu pour la dernière fois en 1956 lorsqu'il déménagea définitivement à New York. Jack mourut en 1998 à l'âge de 76 ans, emportant avec lui les secrets qu'il gardait encore. Christina est morte en laissant derrière elle un passé familial, toujours en quête d'une vérité qui n'est jamais venue. Bien que toutes les preuves pointent vers un complot mêlant fraude et meurtre, le verdict officiel reste ouvert, et le mystère perdure encore aujourd'hui. Ont-ils réellement échappé à un meurtre ?